Salut Fabien, Salut William, et bonjour à tous. bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Fabien sur Nature Anéo. Fabien qui est, comme vous le savez, un hygiéniste naturopathe mais qui a énormément de casquettes et tu vas nous les présenter mais très rapidement. Mais je pense que les gens te connaissent. Donc peut-être aller en 30 secondes, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est de la pédagogie autour de la santé intégrative, c'est-à-dire en tant que, formateur, les consultants aussi, je fais des consultations, enseignant dans des écoles de naturopathie comme Nature Anéo. J'ai mes propres formations, puis j'écris aussi des livres, j'en ai 5 et puis je réalise également des documentaires. Voilà, j'en ai réalisé 3, un sur le jeûne, un sur la suspension des soignants et puis un autre là sur l'homéopathie, le portrait d'un homéopathe. Donc, c'est d'avoir plusieurs casquettes pour communiquer, autour de la même chose finalement, essayer de comprendre un peu mieux l'humain et puis de voir quel système de santé lui serait le plus adapté et la réponse, c'est évidemment la santé intégrative, incluant l'hygiénisme, la naturopathie notamment. Alors aujourd'hui, moi, je vais t'interroger sur ta partie, ta casquette hygiéniste, avec notamment le thème de la détoxification. On entend parler beaucoup de détox sur les réseaux sociaux. Tu en parles aussi énormément. Il y a aussi une grosse critique qui est faite, notamment par la médecine allopathique. Je Oui. pense notamment à Michel Simès qui avait fait pas mal de vidéos, qui avait fait le buzz sur la détox. Ça n'existe pas. Le foie, il n'a pas besoin d'être stimulé, il n'a pas besoin d'être détoxifié. Alors il y a beaucoup de questions et en fait ce que je vais faire c'est que je vais me positionner un petit peu du côté de la médecine allopathique, sceptique mais sceptique curieux. Donc je vais Mmh. pas être en opposition frontale, mais je vais te poser la majeure la majorité des questions qu'on a tendance à se poser quand on comprend pas en fait ce que c'est que la détox, quand on ne comprend pas ce que c'est que la détox dans le prisme de la naturopathie. Ouais. Et donc voilà, je vais être volontairement un petit peu piquant à certains moments. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire ça sous forme de questions-réponses pour que ça aille vite et que, enfin, quand je dis ça aille vite, que on puisse capter, on va dire, l'attention et qu'on garde cette attention jusqu'à la fin. Et, euh, et donc, bah, est-ce que tu as des questions avant de démarrer? Non, feu, allons-y. Feu, let's go. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que la détox, ça existe vraiment ou est-ce que c'est un terme marketing? Alors, ça existe vraiment, mais on devrait même pas l'appeler la détox. C'est quelque chose qui existe, physiologiquement, chez l'humain. C'est un processus, normal. Hem, hier soir, j'écrivais encore sur les processus anaboliques et cataboliques, du corps, au niveau enzymatique et protéique. Donc il y a des périodes d'activité, de croissance, d'amélioration et il y a des périodes de régulation, de rééquilibrage, de détérioration au niveau cellulaire. Ça s'appelle la vie. Donc un de ces éléments, de la vie, le catabolisme, on pourrait lui donner le nom en partie de détox. Donc après que des gens utilisent cet aspect physiologique, pour le marketer, le travailler, en faire commerce, en faire promotion idéologique, peu importe. En tout cas, c'est une réalité, physiologique et on peut pas dire que ça soit juste un argument marketing. On peut faire du marketing avec, comme on peut faire du marketing avec quoi que ce soit. En revanche, là, c'est un élément physiologique, c'est-à-dire il y en a qui vont pouvoir faire du marketing sur la poussée des ongles ou, sur la chute des cheveux. Bah, c'est un aspect physiologique. Après, c'est neutre, ça reste de la biologie et un fait scientifique, sur lequel on peut venir greffer, n'importe quelle idéologie, n'importe quel dogme ou n'importe quel aspect marketing. Alors, justement, d'un point de vue biologique, on parle de détoxification hépatique. Donc, on Mmh. explique que c'est un processus qui est parfaitement, enfin, que le corps est parfaitement équipé pour pouvoir se détoxifier. Oui, Euh, et en naturopathie, on entend souvent le terme détoxination. ouais. Et ben, il y a une différence, oui, on peut déjà commencer en faisant la différence entre les toxiques et les toxines. Donc les toxiques, ce sont être des éléments exogènes à l'extérieur du corps. Ça peut être des métaux lourds, qui sont dans les sols. Ça peut être des polluants dans l'air, dans l'eau, des toxiques qui viennent d'effets secondaires iatrogènes de médicaments. Bref, plein de quantités que désormais, malheureusement, tout le monde connaît. Et puis les toxines, ce sont des polluants cellulaires, entre guillemets, «endogènes». C'est-à-dire qu'ils sont le fruit de l'activité cellulaire, normale. Lorsque je vais, faire de l'activité physique, je vais être essoufflé, je vais avoir, des crampes. Je sais qu'il y a des gestions, cellulaires, qui se passent derrière, de la combustion cellulaire avec des déchets métaboliques.
qui vont faire que j'aurai besoin de plus de temps de repos et qui vont, générer un encrassement. De la même façon, si, je vais, fumer ou boire de l'alcool, la question du foie, eh bien je vais, participer à intoxiquer, des cellules, mais leur métabolisme interne va être perturbé, ce qui va rendre la problématique, de gestion des déchets un peu plus complexe. Et simplement vivre, c'est générer, des déchets métaboliques. Et encore une fois, c'est pas grave, comme je disais, tout à l'heure, puisqu'on a à la fois ce processus, catabolique et anabolique. Ce qu'il faut juste veiller, c'est que les déchets métaboliques soient bien, heu, nettoyés. Donc le foie, en tant qu'élément pivot, et ben lui, une de ses fonctions premières, bon, il en a 400, hein, de fonctions, plusieurs centaines de fonctions métaboliques, mais une de ses grandes fonctions, c'est, de nettoyer, l'organisme. À la fois des déchets métaboliques externes, donc qui pourra arriver par la sphère buccale ou par la sphère, cutanée, mais également de gérer les toxines internes, produits de la combustion cellulaire, normale, pareil, qui est très bien, documentée. OK, donc finalement, on parle de la même chose, c'est-à-dire quand on utilise le terme en médecine allopathique, enfin, pas en médecine allopathique, en physiologie, quand on parle de détoxification hépatique, la Ouais, naturopathie va intégrer la détoxination, les toxines et les toxiques. c'est C'est ça. juste finalement de la sémantique. C'est de la terminologie, ouais. D'accord, OK. Alors, la question qui revient souvent, et c'est d'ailleurs ça qui avait fait, l'objet de cette vidéo, qui avait, pas mal, tourné sur les réseaux sociaux, c'est bon, bah, en fait, on n'a pas besoin, d'agents externes, le corps se détoxifie au quotidien, chaque seconde tout seul et finalement, c'est que du marketing de vouloir, proposer des solutions externes avec notamment des jus de légumes ou Mmh. d'autres plantes ou d'autres tisanes qui auraient, finalement un impact sur quelque chose qui est fait naturellement par l'organisme. Ouais, oui, j'avais réagi à cette vidéo-là parce que c'était assez, grossier et si ce n'est grotesque. En fait, ça revient à dire, ben, le sol, les sols qui nous entourent ont la capacité à absorber l'eau de pluie. Sauf que, bah, il y a des phénomènes qui s'appellent les inondations. Donc c'est-à-dire que tous les sols n'ont pas la même capacité à drainer l'eau de pluie et que même les sols qui, très souvent drainent l'eau de pluie, dans certains contextes, ne peuvent pas drainer suffisamment et il y a, des sédiments, d'eau qui restent et puis, bah, ça amène à des inondations. Donc, pour faire le parallèle, avec un autre système vivant, celui du corps humain, nous sommes dotés d'organes, éliminatifs qu'on appelle les organes filtres émonctoires. Donc ça va être les poumons, ça va être les reins, ça va être le côlon, ça va être la peau, voilà, l'utérus pour la femme, également. Et donc, eh bien, ça c'est censé, bien fonctionner tout cela. C'est pour ça qu'on est doté d'autant d'organes, c'est-à-dire que, oui, je vais boire de l'alcool, mon foie va prendre le relais, d'accord. Je vais manger, des aliments, mon côlon va prendre le relais pour les éliminer. Je vais, avoir une activité cellulaire X, mes néphrons vont filtrer, le produit de cette activité cellulaire et relarguer dans les urines. OK. Et ça, c'est sur le papier. C'est dans la théorie, si ce n'est dans le monde des bisounours. Parce que, bah, faudrait déjà avoir des organes extrêmement fonctionnels à tous les étages et puis surtout être certain qu'ils aient, une capacité optimum à gérer au quotidien l'intégralité des déchets externes, apportés et internes produits. Or, si on voit les pathologies, dites de civilisation exploser, on se rend compte qu'en fait, ce sont des pathologies d'encrassement, pathologies d'excès. Donc c'est difficile de tenir un discours en France, que, la toxémie, enfin l'intoxination, les toxiques ne surchargent pas l'organisme quand on est le pays numéro un avec, par taux de cancer par habitant. Et donc là, on se rend bien compte que c'est des organismes qui n'arrivent plus à faire face à des exigences modernes. Puisque là, on est dans un contexte où les maladies dites de civilisation apparaissent, se développent, explosent, et que les dérèglements métaboliques, comme le diabète, l'hypertension artérielle ou le cancer, explosent elles aussi, tout autant que les maladies auto-immunes. Donc il y a quelque chose qui est quand même très paradoxal quand ce discours scientifique, entre guillemets, est tenu, c'est que tout devrait se passer très bien, mais qu'en même temps tout se dérègle. Sauf que quand on regarde par le prisme de la naturopathie, là tout prend un éclairage assez, limpide. Si on explique qu'il y a qu'une seule forme de pathologie, c'est l'encrassement, il y a qu'une seule façon de régler cet encrassement, le désencrassement, c'est-à-dire par les organes émonctoires, eh ben là, tout de suite, ça fait sens. Après, est-ce que c'est valide scientifiquement?
En C'était très ma grande question partie, oui. Ouais, C'était ma question. Non, mais c'est très bien. Finalement, t'as le fil. Juste pour qu'on soit clair, t'as pas préparé les questions. ah Je non. t'ai pris à l'improviste. Je t'ai juste dit là 5 minutes avant, je t'envoie le lien. Donc, il y a aucune préparation, mais c'est parfait parce que c'est la question suivante. En fait, on pourrait arguer du fait que, ok, très bien, sur le concept, ça a l'air très joli, on comprend le truc, c'est de la théorie, mais est-ce qu'il y a des données scientifiques sur la détox finalement? Comment est-ce qu'on standardise la détox? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une plante à un certain dosage qu'on donne à un moment donné? Et finalement, comment prouver que ça fonctionne? Parce que c'est ça en fait, tu vois, ce qui est reproché à la naturopathie dans les milieux plus scientistes, c'est le fait qu'il n'y a pas d'études solides, il n'y a pas d'essais cliniques, ou les essais cliniques qui ont porté sur certaines méthodes ont été à chaque fois malheureusement, on va dire, décevants. Alors, c'est l'objet de ma prochaine vidéo YouTube, c'est la recherche fondamentale contre la recherche clinique. Il devrait être deux choses. Euh, En tant que naturopathe, bon, déjà, nous ne sommes pas des professions médicales. Par contre, nous pourrions être assimilés à des praticiens cliniciens de conseil. C'est-à-dire, nous faisons de la clinique, nous faisons des anamnèses, nous faisons des bilans de vitalité, etc., etc. Donc, nous observons les individus fonctionner et nous essayons de comprendre quelque chose avec une grille de lecture qui est héritée depuis 150 ans par, on va dire, la compréhension d'un phénomène double, celui d'abord des ressources vitales pour contrer et gérer une toxémie. Et donc là, j'introduis deux grands concepts qui sont les deux mamelles de l'hygiénisme. La force vitale d'un côté, c'est-à-dire à la fois l'énergie, on va dire, nerveuse, hormonale, mais également immanente à chaque être vivant, ou pour le coup, au niveau de la science, on ne comprend pas. On comprend pas que comment se produisent certains phénomènes, ne serait-ce que la création, la rencontre explosive entre un spermatozoïde et une ovule, on sait l'observer par microscope, et il y a des choses qu'on ne comprend pas, des phénomènes lumineux qui se passent, je me dis, mais comment ces deux entités très faibles, avec quelques dizaines d'heures d'espérance de vie, se rencontrent et donnent quelqu'un qui peut atteindre 100 ans. Et il y a plein de trous dans la connaissance. Donc déjà, il faut rester très humble sur ce qu'on appelle la connaissance scientifique. Déjà, un, parce qu'il y a des trous, et deux, parce qu'elle évolue de manière permanente. Donc, ça, c'est cette notion de force vitale. Donc, on comprend en partie. La deuxième chose, c'est la toxémie. Donc ça, on a qu'on toxe les toxines, on l'a vu, émis le sang. Donc, les toxines présentes dans le sang. Et donc les deux vont ensemble. Si j'ai une bonne force vitale, j'aurai des organes émonctoires suffisamment robustes et vitalisés pour gérer ces déchets cellulaires et les mettre en dehors du corps pour ne pas qu'ils m'encrassent. Et donc, on va essayer de comprendre ça au niveau médical. On l'observe, on le constate que, bah oui, et l'oxydation par les poumons, blablabla, les néphrons qui filtrent. S'ils sont pas efficaces, on va faire de la dialyse externe. Si une insuffisance pulmonaire, bah pareil, on va suppléer. Donc, on sait suppléer, mais on va l'étudier en dernière instance lorsqu'il faut faire de la réanimation, lorsque ça dérègle complètement, lorsqu'il n'y a plus de système de compensation efficace. Ok, très bien. On va parler du paroxysme de la détoxination, c'est-à-dire le jeûne. Donc, il y a de multiples études qui ont été menées et qui sont encore menées sur le jeûne. En Russie notamment, en Allemagne, beaucoup, notamment dans des hôpitaux publics, et des essais privés aux États-Unis, parce que c'est un autre fonctionnement du système de santé. Donc ça, ce sont les trois grands pays où on comprend en fait qu'il y a un mécanisme du jeûne, un mécanisme même autophagique. C'est-à-dire que au bout d'un moment, par restriction calorique, le corps va utiliser les déchets métaboliques comme élément de subsistance. Et ça, avant l'étude du jeûne, on ne le savait pas. Sauf que, lorsqu'on va tenter de faire une étude, le protocole d'étude, ce n'est pas un protocole d'observation clinique, c'est un protocole de comparaison. Et donc, il faut être capable de faire un double aveugle pour valider donc comment on va pouvoir dire à quelqu'un, on va te mettre dans un contexte de détox sans que tu le saches. C'est très difficile. En tout cas, pour le jeûne, c'est pas possible parce que la personne va bien se rendre compte au bout d'un moment qu'on lui amène pas de repas.
Et il faudrait donner des placebos avec des plantes drainantes, dépuratives, hépatostimulantes, on va dire, ce qui est très difficile, et il n'y a pas beaucoup de financement. Et donc, on se retrouve avec une vision de la science qui essaye de la recherche fondamentale, et c'est comme essayer de faire rentrer un carré dans un rond, parce que chaque individu est particulier et spécifique. Et se trouve la même problématique avec l'homéopathie, où en fait les homéopathes disent moi c'est très dur de valider des études sur l'homéopathie, parce qu'en fait nous faisons des anamnèses très longues, 1 heure et demie, 2 heures, et en fait nous trouvons un traitement non pas pour un symptôme mais pour un individu. Et donc on va pas pouvoir faire d'études en double aveugle. Et les recommandations naturopathiques, c'est la même chose. Il faudrait trouver des jumeaux parfaits avec des organes émonctoires absolument identiques, une toxémie identique, pour appliquer un protocole absolument identique. Ce qui est évidemment très difficilement réalisable. Sauf que quand on passe par des études, on va dire, un peu parallèles, lorsqu'on observe le comportement de l'alcool sur un foie, que ça l'abîme, que ça déclenche plusieurs types de pathologies, que derrière, quand la personne, elle fait une cure de désintox, elle fonctionne mieux, euh, et tous ces marqueurs vitaux et sanitaires sont améliorés. La cure de désintox, elle porte bien un nom. Donc, l'alcool aurait dû être géré correctement par le foie. Logiquement, si le foie est opérationnel. Donc, on va dire, oui, mais c'est la dose. Donc, ça revient à ce que le naturopathe dit. Il y a un seuil levier pour tous les organes émonctoires en fonction de ce qu'on fait rentrer dans le corps et en fonction des habitudes de vie de l'individu. S'il ne dort pas assez, s'il est trop stressé, s'il n'a pas assez d'énergie nerveuse pour pouvoir, de manière à ce que son système nerveux autonome central décide et paramètre des processus de détoxination, il ne va pas se passer grand-chose. Et donc, la surcharge crée l'intoxination, et le délestage des surcharges crée l'amélioration de l'état de santé par le processus d'homéostasie. Et donc, on le voit pour les personnes, on le dit, cure de désintox, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais pourquoi on ne pourrait pas l'appliquer à autre chose que l'alcool, à une autre forme de perturbation métabolique que l'alcool? Ça pourrait être tout un tas d'autres drogues, mais ça peut être le sucre. Vous avez aux États-Unis 7 cliniques privées de désintoxication à l'aspartame, qui sont en partie remboursées par l'aide publique. Vous avez des désintoxications au sucre de manière naturelle, où on voit que dès l'instant que les gens se désintoxiquent, ils ne sont plus insulinodépendants. Donc ça veut dire que leur métabolisme s'est régulé et qu'il y a eu une détoxination cellulaire, parce que ça veut dire que l'insuline ne pénétrait pas à l'intérieur de la cellule. Donc, en nettoyant le milieu intracellulaire, l'insuline peut rentrer dans les récepteurs et réguler la glycémie, faisant observer que la majorité des diabètes de type 2 sont globalement pas un problème d'insuline, mais un problème d'accès de l'insuline aux récepteurs, donc par surcharge toxémique. Donc au final, si on veut voir les résultats d'études à travers le prisme des dérèglements métaboliques par excès de toxines, on peut le voir. Après, ça renvoie à avoir une autre grille de lecture de l'individu. Et là, on est plus dans le paradigme, mais pas dans le fait scientifique qui est avéré en partie, mais en partie seulement. Sur la question de l'addiction au sucre, là aussi, ça pourrait être une autre ouverture, parce que je sais très bien qu'on pourrait aussi attaquer aussi cette vision de ce que c'est que l'addiction au sucre. On pourrait te dire que l'addiction au sucre n'existe pas. On pourrait aussi exprimer le fait que l'insulinorésistance, elle est pas liée aux glucides, et qu'il y a voilà, d'autres hypothèses, et que la vision purement glucidique, elle est uniquement mécanistique. Je rentre pas dans ce débat-là, et là l'objectif c'est voilà de rester dans ma position de sceptique allopathe, Ouais. même si dans tout ce que tu dis, évidemment, j'ai un avis qui est pas différent du tien, mais qui pourrait être différent de ce que je vais exprimer aujourd'hui. Donc, je vais continuer sur mes questions, et là, c'est pas je vais pas jouer un rôle. Je vais te poser une question vraiment à laquelle moi j'ai été confronté quand j'ai passé le DU MAPS avec le docteur Castronovo, professeur Castronovo. Je me suis pris en pleine face plein de mécanismes physiopathologiques pour lesquels j'avais pas suffisamment travaillé dans le passé quand j'avais fait ma formation de naturopathe. Et
c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, et je le pense encore un petit peu, est-ce que parfois on n'a pas tous toujours tendance à mettre tout sur le dos de la détox, en oubliant certains mécanismes physiopathologiques, je sais pas, par exemple la glycation, tu vois? Il y a plein d'autres formes de Ouais. pathologies qui peuvent se tramer et ce qu'on peut observer, alors pas tout le monde bien sûr, mais beaucoup de naturopathes un peu, ancienne école, avaient tendance ou ont encore tendance à tout mettre sur le dos de la détox et à se dire: «Bon, bah, voilà, il y a un problème, il faut détoxifier ou il faut jeûner et si tu fais pas l'un ou l'autre, tu pas sur la bonne voie». Bah, c'est une vision, qui serait, simpliste et réductionniste. La grande quand je disais évidemment, c'est une façon de quand je disais, c'est un paradigme de lecture. Il y a qu'une seule pathologie d'encrassement, une seule, réponse au désencrassement, c'est de dire: «Nous avons une clé dans notre corps qui est extraordinaire, c'est l'homéostasie». C'est-à-dire la capacité, la plasticité du corps à revenir à un état d'équilibre qui lui est propre, qui est son fondement. Ça, c'est, entendu et en fait, nous faisons de l'éducation à la santé pour retrouver une homéostasie et que la personne se guérisse naturellement. Mais les conditions du retour à l'homéostasie sont-elles possibles? En d'autres termes, là, je finis un livre sur la descente alimentaire, donc d'un point de vue hygiéniste. Heu, mais il y a une partie sur les plantes. C'est plus de l'hygiénisme s'il y a des plantes. Oui, mais à qui je m'adresse? Si je m'adresse de manière uniquement hygiéniste, je m'adresse à des personnes qui peuvent exprimer de l'hygiénisme, donc c'est-à-dire qui ont un système endocrinien qui fonctionne suffisamment, un système nerveux qui fonctionne suffisamment, et pas trop de carences avancées et des organes émonctoires à minima stimulés. Sauf que dans le réel, j'observe de plus en plus de gens qui sont épuisés, effondrés et carencés. Et qu'est-ce qu'on fait partant de là? Et c'est pour ça que mon objet de tout ce que je fais, c'est la santé intégrative. Donc d'aller vers une approche plurielle parce que la naturopathie et la vision qui va avec, et l'hygiénisme et la vision qui va avec, parfois sont insuffisantes. D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'es formé ailleurs et c'est pour ça que je continue de me former ailleurs. Nous tentons de rajouter des briques conceptuelles de connaissances pour mettre en place des outils pratiques pour venir répondre aux cas problématiques. Sauf que nous ne voyons malheureusement que des cas problématiques, et de plus en plus. Donc oui, on peut pas tout mettre sur le dos de la détox. Déjà, ça serait nier l'individu dans son champ psycho-émotionnel. Donc juste dire, bah en fait, c'est juste un aspect physiologique. Et puis après, bah, des processus métaboliques profonds assez complexes. De la même façon que quand je dis tout le monde ne peut pas jeûner, on me dit, bah si, tout le monde peut jeûner. Bah non, parce que quand on connaît le terrain d'une personne, il y a des déclenchements physiologiques qui vont pas se faire, il y a des processus métaboliques qui sont difficiles à mettre en place. Pour elle, elle a une histoire spécifique, elle a un terrain spécifique, donc elle ne pourrait être amalgamée à une pensée à 100%. On peut pas faire rentrer quand on regarde la complexité du monde et du vivant, ben, tous les cas dans une, dans un schéma théorique. Aussi, séduisant et inspirant soit-il. Et ça nous pousse à l'humilité, à la remise en question et à nous mettre en lien avec d'autres disciplines ou d'autres praticiens. Par exemple, moi je collabore beaucoup avec le docteur Georges Mouton, qui est un médecin, fonctionnel et que j'édite. Nous avons une approche qui est sur le fond identique, mais dans la pratique extrêmement différente. Lui, il va se baser sur des analyses de sanguines, parfois de 15-20 pages. Et il a besoin de ça en fait pour travailler. Et donc, évidemment, il connaît et maîtrise le concept de détoxination. Pourtant, il va pas être au cœur. Lui, il va être plutôt dans la régulation. Mais la détox, ça va pas être son souci. Et moi, ça va être un de mes grands soucis, mais pas que. Et donc, on peut pas tout dire. Et c'est là où on pourrait être caricaturable par l'institution médicale, dire bah oui, vous avez la réponse à tout. Et donc, quand on commence à avoir euh, des problématiques larges, on se rend bien compte que ce schéma de détox systématique ne peut pas rentrer pour tout le monde. N'empêche que, en tout cas, accorder des phases de détoxination dans le contexte que j'ai nommé juste avant, ça ne peut être que positif. Est-ce que ça réglera le problème? À 100%, non. Est-ce que ça améliorera la situation? Grandement, oui. Tu vois, l'approche que tu défends, c'est aussi l'approche qu'on défend, chez Naturaneo et c'est pour ça qu'on est très content de collaborer avec toi. C'est, le fait que finalement on va se faire attaquer
et d'un côté par la médecine ultra evidence-based et d'un autre côté on se fera attaquer par les hygiénistes purs et durs, traditionnels, dogmatiques, et finalement on est entre les deux et on essaye de prendre ce qui marche et d'avoir un concept, une compréhension la plus large possible. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs certains de nos élèves chez Natura Neo nous pose des questions, mais ce professeur, il a dit ça, et l'autre, il dit quelque chose qui a l'air d'être l'inverse, l'opposé. En fait, non, et chaque professeur, chaque intervenant a un prisme de lecture qui est différent, et qui dépend aussi de sa pratique, qui dépend de son passé. Et finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment la personne se sent après, quels sont ses résultats. Est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle va dans le bon sens, ou est-ce qu'elle s'aggrave. Et finalement, je pense que à terme, peut-être que d'ici 5-10 ans, on oubliera, alors peut-être pas qu'on l'oubliera, mais en tout cas, on aura dans notre esprit une autre définition de ce que c'est que la naturopathie ou ce que c'est que la médecine allopathique, parce qu'il y aura quelque chose de vraiment médecine intégrative qui émergera. C'est en train d'émerger, mais il y a encore des petites guéguerres internes selon moi. Ben, c'est toujours regarder au service de quoi on est. Est-ce qu'on est au service d'un courant de pensée? Est-ce qu'on est au service d'une idéologie, d'un dogme? Est-ce qu'on est à son propre service? Est-ce qu'on est capable de se mettre en mouvement permanent? C'est-à-dire, si je suis, comme on le disait tout à l'heure, en un jeu générique, hein, pas un jeu moi, un jeu euh, évolutif d'apprentissage permanent, si je suis dans un écosystème, je vais faire bouger cet écosystème. Par exemple, on me dit souvent, ben là, j'ai fait un livre très critique sur le dogmatisme des fruits dans l'hygiénisme. Donc c'est une autocritique de l'hygiénisme dont je me réclame. Mais pour faire avancer les choses, et on me dit oui, mais Shelton il disait pas ça. Shelton est mort en 84. Il est mort il y a 42 ans. Et il a pu observer les choses dans sa période de vie, dans son contexte social et sociétal. Et éventuellement dans une zone géographique même. Et donc, ben, moi, le but, c'est de faire modestement avancer la connaissance, puis d'être au service des gens. Et donc, quand je vois des individus délabrés juste parce qu'ils mangent des fruits, parce que ben certains penseurs hygiénistes, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, ont dit qu'il fallait manger exclusivement des fruits, mais je peux pas ne pas faire ce travail d'autocritique d'un environnement et de critique de leur pensée, ce qui ne revient pas à les dénigrer. Et il faudrait tout prendre comme un bloc monolithique, ce qui est beaucoup plus simple pour la pensée. Et c'est ce que tu exprimais par rapport aux élèves. C'est une hormèse mentale, hein. C'est une hormèse psychique. Si vous, étudiants, vous doutez plus après avoir appris, c'est bien. Si vous commencez à avoir des certitudes trop solides, vous êtes en danger. On doit être à la fois avec une base fondamentale assez solide pour se lancer, puis de se dire je vais pas mettre l'autre en danger, je peux lui apporter, puis en même temps prêt à vaciller, à remettre ces choses en question. Et c'est dur d'un point de vue d'orgueil. Narcissiquement, c'est très violent, mais c'est le prix à payer. J'écoutais pas longtemps un podcast avec Fabrice Midal d'un prêtre euh, et qui disait que dès l'instant qu'on s'intéresse à son bien-être, on risque d'être moins heureux. Et quand on commence à s'intéresser à sa santé ou au fonctionnement, eh bien, on n'en finit pas. Bah oui, mais c'est un chemin merveilleux. C'est une discipline, c'est un auto-apprentissage, c'est un parcours évolutif à la fois personnel et partagé, collégial. Et, eh bien, évoluer, c'est la marque d'un esprit qui est plastique. Alors, faut pas se laisser emporter par les courants, par les modes, comme une feuille au vent. Comme je disais, il faut avoir sa ligne directrice. C'est pour ça que moi, je reviens toujours à l'hygiénisme, parce que j'ai choisi ça. Mais je dirais presque peu importe. Euh, L'inspiration de Désiré Mérien m'a donné l'énergie et la puissance d'apprendre et de creuser. Désiré, au départ, Mérien, il ne s'intéressait qu'à la détoxination, c'est un biologiste, qu'à la détoxination, à la nutrition. Point à la ligne. Et le jeûne. Sauf qu'il a vu des jeûneurs qui revenaient avec les mêmes problématiques. Puis il a essayé de comprendre, il dit, ah, mais ça se passe dans leur tête et c'est leurs émotions. Donc il a creusé l'analyse transactionnelle du côté nord-américain, il a structuré ce qu'il a appelé la bioanalyse. Ensuite, il a vu des jeûneurs qui commençaient à respirer de manière autonome et il traduisait des effets positifs. Donc il a structuré la biorespiration en comprenant l'alcalose métabolique. Il a structuré une pratique de respiration où il y avait des effets positifs sur l'équilibre acide-basique, mais également psycho-émotionnel. Ensuite, il a vu que les gens exprimaient différents tempéraments. Il n'y a pas de tempérament dans l'hygiénisme. Donc il a écrit caractère et santé. Et en fait, c'est
peu ou prou les tempéraments qu'on retrouve en naturopathie. Donc il a fait évoluer sa pensée. Et jusqu'à la fin, il disait: «Ah bah non, en fait, moi au début je mettais ça de côté, en fait il y a plus ça à mettre en avant». Et bah, c'est ça moi qui m'a inspiré. C'est pas c'est bien sûr une grande partie de son enseignement, mais surtout le mouvement dynamique, y compris aujourd'hui à 90 ans, à vouloir continuer d'apprendre, de remettre en question et de mettre dans la boucle de son algorithme des nouveaux éléments de compréhension au service de la connaissance. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup pratique, et beaucoup plus, confortable de se dire: «Bah, j'ai tout en main, j'ai juste mes cours et puis basta, j'applique». Sauf que, bah, on va se retrouver confronté à des incompréhensions où des fois le schéma ne pourra pas s'appliquer. Et donc, bah, la détoxination, c'est un modèle extrêmement intéressant. C'est pour ça que j'avais réédité le livre de John Tilden, du docteur John Tilden, qui avait été écrit il y a plus de 100 ans, Toxemia, The Basic Cause of the Disease, que j'ai réédité avec ma maison d'édition pour dire c'est un fondement, mais ce n'est pas la seule chose. Et dans ce fondement-là, je vais venir y faire greffer, bah, Raphaël Pérez aussi, qui est à la Natura Neo, bah, lui qui fait des recherches, aussi parce qu'il est pharmacien, donc il va bifurquer de l'hygiénisme aussi. Et puis il y aura le docteur Georges Mouton, puis il y aura le docteur Isor Lamoureux également. Puis bah, c'est des ramifications. Et puis comme autant d'axes de recherche, il y aura Leonardo Pelagotti avec la respiration. Et là, on se rend compte que bah, c'est un univers presque infini. Alors il serait très prétentieux et très dangereux pour les autres de dire bah, une discipline est complète et on arrête la connaissance, on met sur pause. Non, parce que là, on s'enfermerait dans quelque chose de sectaire. Et si on n'est plus ouvert, au moins de manière diplomatique sur le monde, à essayer de comprendre d'autres disciplines, on se met en danger, structurellement en danger. Et ça participe aussi peut-être, ce point de vue-là, cet hermétisme, à un certain déclin d'une forme de naturopathie. Et moi, je rejoins ton sens. Pour moi, la naturopathie a de très très beaux jours devant elle, avec cette relation diplomatique vers d'autres pratiques, vers d'autres praticiens, et elle a absolument sa place dans le concept théorique et pratique de santé intégrative qui est en train d'émerger et qui fait sens et qui donne des résultats extraordinaires. Merci beaucoup pour, ton raisonnement. Je vais revenir sur, la détox avec, encore certaines questions, que les sceptiques se posent et c'est très bien et je pense que ça permet, même nous, naturopathes de nous challenger, parce que quand on a besoin d'expliquer, ce qu'on fait, bah, ça nous permet de mieux comprendre et de comprendre potentiellement nos erreurs. Alors il y a une remarque, une critique qui est souvent faite, c'est le fait que finalement quand on fait de la détox, on améliore son alimentation, donc finalement, c'est les conseils que n'importe qui pourrait donner, dans le sens où, c'est déjà les recommandations officielles. Il faut manger plus de légumes, il faut manger, plus de fruits et finalement, en faisant une détox, on diminue les aliments ultra transformés et donc, on n'a pas besoin de passer par la naturopathie pour ça, quoi. Alors, c'est marqué sur toutes les pubs, qu'elles soient télévisuelles, audio ou sur des affiches, mais qui le pratiquent. Qui bouge plusieurs fois par jour, qui mange 5 fruits et légumes par jour. Puis quels fruits et légumes? Cuits, bio, bourrés d'OGM, hors saison. Alors ça veut pas dire grand-chose. Si je mange 5 bananes mûres dans la journée, pas certain que ça soit qui ont été pulvérisées au chlordécone dans les Antilles, je suis pas certain que ça fasse rayonner ma santé. Si en plus à côté je grignote, je mange du gluten, des produits laitiers pasteurisés OGMisés. Enfin, ça veut pas dire grand-chose. Et ça renvoie à quoi? Il y a plein de gens qui disent: «Oui, ça sert à rien un naturopathe». Bah, ça sert à rien un psychologue non plus, ça sert à rien un conseiller conjugal, on serait censé, comme nul n'est censé ignorer la loi, bah, nul n'est censé ignorer ses besoins physiologiques. Sauf que, tout ça, ça nous amène à nous confronter à un phénomène qu'on appelle l'acrasie. L'acrasie, c'est un phénomène, je sais ce qui est bon pour moi, je connais mes besoins, mais je vais pas les appliquer. On va dire, bah, c'est du sabotage, c'est du masochisme, on ne sait pas, chaque individu a une sphère très complexe. Mon bouquin sur la descente alimentaire que je finis d'écrire, la plus grande partie, alors je l'ai séparé en plusieurs vies. Vie mentale, vie physiologique, vie psychologique, vie émotionnelle, vie spirituelle. Voilà, pour dire, bah, c'est tous nos segments. Et ben, le plus gros chapitre, c'est la vie psychologique. Pourquoi je sais que je dois manger telle chose le matin, telle chose le midi, telle chose le soir, et pourquoi j'arrive pas à le faire? Pourquoi je sais que le sport est bon pour moi, pourquoi j'arrive pas à en faire? Parce que je n'ai pas mis de sens dessus.
et que je n'ai pas senti profondément que c'était un besoin réel. Et donc c'est pour ça que le naturopathe, c'est un éducateur à la santé avant tout. Il va prendre des éléments tangibles euh, pour les mettre en cohérence avec le mouvement quotidien de la personne qu'il a en face de lui. Ça serait beau si tout le monde savait ce qu'il avait à faire déjà puis qu'il l'appliquait. Mais ça se passe pas du tout comme ça dans les faits, puisque l'alimentation aujourd'hui est un objet de plaisir, un objet de désir et un objet de compensation émotionnelle. Et donc je rentre par exemple, je pars le matin, mon boulot ne me plaît pas du tout, et ben il me faut un petit doudou sucré parce qu'il faut que je me prépare à ma journée et donc bah je vais pas manger. Peut-être que je devrais manger protéiné et gras le matin, bah, je vais pas du tout manger comme ça. Et le soir, pareil, je vais peut-être m'anesthésier en mangeant beaucoup plus que de raison parce que j'ai pas réglé mes problèmes avec mes collègues ou bah, peut-être j'ai soucis dans mon foyer, etc., etc. Donc l'alimentation, elle a plus une composante aujourd'hui passionnelle et émotionnelle que nutritionnelle au niveau cellulaire. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça m'arrive, hein, moi, des fois, il y a des médecins qui disent, mais qu'est-ce que vous faites pendant 1 heure et demie avec les gens? Qu'est-ce que vous faites? Et je réponds, mais même sans méchanceté, je dis, bah, vous faites, Les hypnotises. mais non, puis même, je dis, bah, on fait ce que vous ne faites pas en 10 minutes. Mmh. Vous palliez aux urgences. Nous travaillons sur le terrain, sur le fond. Donc, on regarde l'hygiène alimentaire, on regarde la respiration, la qualité de sommeil, l'activité physique et le mouvement, la gestion des émotions, les relations sociales, voir comment tout est bien. Et en fait, on fait pas de magie, on fait pas de sorcellerie non plus. On fait juste, on reprend les paramètres de santé, puis on regarde là où sont les plus grands déséquilibres. On essaye de ramener en échangeant, en trouvant un juste milieu entre ce que la personne est capable de faire et ce qu'on souhaiterait qu'elle fasse pour rendre les conditions de l'expression biologique positive possible. Et donc, une fois qu'on a dit que ben tout le monde sait ce qu'il y a à manger, la plupart des gens ne mangent pas biologique, on le sait. La plupart des gens mangent trop, on le sait avec le fait que les IMC sont relevés. La plupart des gens boivent trop d'alcool. La plupart des gens ne dorment pas assez. Quand vous demandez à quelqu'un combien dors-tu par nuit et vous lui dites combien de temps aurais-tu besoin, mais 9 fois sur 10, vous avez une réponse qui est différente, qui est en deçà des besoins. Donc, bah, cumuler. Il y a des gens qui me disent, ah, faudrait que je dorme 1 heure et demie en plus par jour. Je dis 1,5 fois 7, ça fait combien? Elles me disent, bah, 10. Bah, je dis, vous êtes en carence de sommeil de 10 heures par semaine. Ah, tout de suite, ça fait sens. Ça fait 40 heures dans le mois. Ça fait une semaine travaillée, où en fait, tu dors pas. Et là, tout de suite, ah oui. Eh ben, ces petits éléments additionnés. Si on a dit que, bah, par exemple, la détox, elle est rendue possible, essentiellement de manière nocturne, et puis avec un système nerveux et endocrinien stable, qu'est-ce qui déséquilibre le plus le système nerveux? C'est le manque de sommeil. Donc, on fait ce lien-là. Donc, oui, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de naturopathe, mais si ça explose, si ça fleurit, c'est pas un effet de mode et les gens ne sont pas prêts à gaspiller 50, 60, 70 euros non remboursés pour leur plaisir. C'est parce qu'il y a un réel besoin. Il y a une carence dans le fait de ne pas arriver à trouver de la connaissance et de mettre de la discipline sur cette connaissance. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a des coachs sportifs, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de professions, et ça renvoie à quelque chose qui est beaucoup plus sociétal que le simple petit microcosme de la naturopathie. Alors, on va te répondre, mais pour la partie alimentaire, vu que, il y a déjà un métier qui s'appelle, diététicien, enfin la diététique, Oui. pourquoi on laisse pas ça aux diététiciens? Pourquoi c'est nous les naturopathes qui faisons ça alors qu'on n'est pas réglementés, on n'est pas considérés comme des, professionnels de santé? Finalement, on outrepasse nos compétences. Alors ça devrait être vrai. Alors moi pour le coup, avant, en parallèle de mes études de naturopathie, j'ai fait des études de diététique officielles. Et donc je peux en parler. J'avais d'ailleurs des excellentes notes, hein, entre 18,5 et 20, j'avais jamais en dessous. Et donc j'ai réussi quand même à avoir ce diplôme de diététique en recommandant tous les jours des menus sans gluten ni lait de vache. Donc j'avais dans mes copies originales, ah pas mal, quelle est cette céréale, enfin bref. Mais c'est pour dire que j'ai appris à respecter des normes sanitaires pour qu'il n'y ait pas de bactéries, de virus, ce qui est très bien. Et j'ai réussi à respecter des normes caloriques. Donc l'essentiel de mon diplôme de diététique, c'était de calculer des calories par repas et par jour. C'était ça en fait. Ce qu'on m'a demandé, ce qu'on m'a enseigné, c'est de dire à la personne, elle fait 63,5 kilos, elle dépense, elle fait 1,65 m, elle a une activité physique
qui lui mobilise 530 calories par jour. Combien de calories doit-elle manger? Merci de répartir ça sur 3 repas plus une collation. Voilà ce que c'était les études en diététique. Et le seul argument pour manger du crudité, c'était de dire, nous ne pouvons pas synthétiser la vitamine C, donc il faut donner des crudités. C'était le seul argument, c'était le fait de ne pas pouvoir synthétiser la vitamine C dans le fait de manger les crudités. Bon. Mais le fait que de manger par exemple de la viande surgrillée ou qui ait été traitée par OGM ou antibiotiques ne rentrait pas en ligne de compte. Le fait que le lait de vache pasteurisé était extrêmement mucogène et déclenchait des problèmes d'intolérance à la lactase d'une grande partie de la population n'était pas pris en compte. Le fait aussi que il n'y avait pas vraiment de prise en charge. On parlait du diabète tout à l'heure. Hein, une personne diabétique, c'était des recommandations. Il faut même qu'elle mange plus sucré. Elle a besoin de plus de sucre. Et mais là, on est en train de créer un problème, d'entretenir un problème. Donc, moi, je peux en parler parce que j'ai suivi ces études-là. Elles sont, on peut être diplômé en diététique à 20 ou 21 ans. C'est un bac plus 2. C'est assez simple, c'est vraiment pas compliqué. Et puis, souvent, moi, je me suis attrapé avec des diététiciens qui bossaient, par exemple, dans les cantines. Ils disaient, mais les enfants mangent équilibré. Et je reprenais, je disais, mais non, je travaille dans les collèges, je dis, la poubelle mange équilibré. Les gamins mangent pas. Donc, c'est un métier de statistique et de pourcentage, de répartition micronutritionnelle et macronutritionnelle dans le but d'obtenir des calories sur une journée. Nous, lorsqu'on est naturopathe, des fois, on va dire aux gens, faites un jeûne intermittent, faites une journée de monodiète. Donc, c'est déséquilibré théoriquement par rapport au métier de diététicien. Sauf que nous voyons l'équilibre sur un temps moyen, voire sur un temps long. Par exemple, si je parle des carences en fer, beaucoup de gens qui étaient carencés en fer, qui ont vu diététiciens, nutritionnistes, médecins, spécialistes, qui ont pris du tardiféron, etc. Et donc, je leur ai fait faire des cures de détox et du jeûne. Mais c'est pas possible. Je mange beaucoup d'éléments avec du fer, je prends du boudin, de tout ce que tu veux, ça remonte pas, et vous me dites de manger moins. Et oui, mais ça peut pas marcher. Bah oui, mais vous me dites que vous avez tout essayé. Pourquoi vous essayeriez pas ce que vous n'avez pas essayé? Oui, mais c'est illogique. Oui, mais ce qui est illogique pour moi, c'est de chercher des effets différents en faisant toujours la même chose. C'est ça que je trouve illogique. Et donc, je vous ai fait, c'était j'ai en mémoire une dame assez mince, et à qui je pouvais pas faire de jeûne parce qu'elle s'occupait de 2 enfants en bas âge, et puis elle avait pas beaucoup de réserve de poids. Donc, nous n'avons fait que des monodiètes, et puis des jeûnes intermittents. Et au bout de 3 semaines, véridique, juré craché, c'est une amie, plus de carence en fer. Alors, comment c'est possible? Désiré Mérien a écrit un livret Journée pour grossir. Moi, j'ai eu des gens qui n'arrivaient pas à prendre de poids, manger comme des chancres, pour le coup des tonnes de calories, que les diététiciens disent on va pas monter les calories, on va ramener ce truc. Je dis c'est un problème, dans les 2 cas, de congestion cellulaire, de toxémie, à la fois d'assimilation au niveau de la muqueuse intestinale, qui est encrassée, qui est lésée, et puis aussi au niveau de la cellule. Et donc si on nettoie cet environnement-là, si on détoxifie, si on rend en plus le foie plus fonctionnel, là il y a prise de poids. D'ailleurs c'est ce qu'on voit, il y a plein de jeûneurs qui disent oui, mais j'ai repris du poids. Je dis oui, parce que tu assimiles mieux. Donc, si tu gardes la même alimentation avant ton jeûne qu'après, s'il y a une meilleure assimilation, tu vas prendre du poids. Donc, il faut que tu revoies ta diététique. Et ça n'est rendu possible que par le processus de détoxination, qui n'est absolument pas pris en charge au niveau de la diététique. Par exemple, aussi la diététique va dire à quelqu'un qui est obèse, mangez moins. Sauf que si la personne elle est obèse et qu'elle est en hypométabolisme, elle va ralentir encore plus son métabolisme parce qu'elle n'aura pas d'éléments suffisamment anabolisants. Et donc, elle va perdre un peu de poids de manière structurelle parce que pour un déficit calorique. Mais après, elle va regrossir parce que son corps est déjà en processus survie et sécurité. Il faut que je stocke de l'énergie parce que là, je suis en situation de famine. Et donc, nous allons dire, il faut de l'activité physique, il faut des protéines et détoxifier en même temps pour que le corps se stabilise. Et ça va mettre plus de temps. Quand vous allez voir un naturopathe, vous avez problème de poids, ça va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et au bout d'un moment, quand les néphrons seront plus efficaces, quand le côlon sera bien nettoyé, à quantité calorique égale, la personne va se mettre à perdre du poids durablement et sur l'aspect de maintien. Parce que nous ne considérons pas l'individu uniquement comme une forme calorique, mais que nous l'observons comme un individu complexe qui a aussi des problématiques de détoxination. Et la vision diététique est une vision
matérialiste qui est tourné vers le quantitatif et pas vers le qualitatif. La quantité de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments et de calories, et presque point. Le naturopathe ne fait pas trop cela. Et d'ailleurs, ça nous renvoie aussi à d'autres pratiques de santé qui sont intégrées à la médecine conventionnelle de ces régions culturelles. La médecine chinoise à la médecine ayurvédique ne regarde pas les nutriments, ne regarde pas les calories. C'est très déstabilisant, hein, pour un Européen. Donc moi, j'ai été formé aux deux approches. Et au bout d'un moment, on va quand même parler des quantités. Non. Et au pire, on va se baser sur le ressenti. Bah, quand tu sens que c'est assez, en gros, quand tu sens que ça c'est assez, il faut arrêter. D'accord, mais on calcule pas. Non. Bon, bah, et puis donc on va être sur les saveurs, on va être sur d'autres choses, sur un aspect non matériel. Je pense qu'il faut les deux. Il y a des bons diététiciens, mais qui sont très limités. Déjà, quand on parle de nutritionniste, là, ça m'intéresse un peu plus, parce que il y a une vision. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la micronutrition explose dans le corps médical, parce ils voient bien que même avec les connaissances diététiques, on touche un plafond de verre extrêmement rapidement et que ça ne marche pas pour J'allais la plupart des justement gens. en parler. J'allais exactement parler de ça, le fait que on a vu, notamment sur les réseaux sociaux depuis, au moins 5 ans finalement, des diététiciens qui parlent de plus en plus de micronutrition et finalement qui ont élargi leur champ de compétences et petit à petit qui intègrent des discours que nous on répète depuis, bien longtemps en naturopathie et ce qu'on nous dit, bah, c'est que finalement, la naturopathie, n'a ré n'a pas besoin de continuer, il faut juste que la diététique, s'élargisse. OK, mais appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Oui. Si enfin, moi, quand j'ai passé mon certificat de naturopathie, c'était je me suis en fait, j'étais coach sportif à la base et je voulais des cordes supplémentaires à mon arc pour pouvoir, heu, accompagner mes coachés et je m'étais renseigné sur le BTS Diète, j'avais regardé ce qu'il y avait dedans et j'avais commencé à lire Docteur Seignalé, j'avais commencé à lire pas mal de choses sur la médecine fonctionnelle, sur la naturopathie. J'écoutais aussi tes conférences et tes disques, non, comment tu ça? Causerie. Tes causeries, voilà. J'écoutais tes causeries et en fait, je me suis dirigé vers la naturopathie, pas par dogme, mais parce que je me disais: «Mais c'est trop restrictif de me baser uniquement sur l'aspect, la notion calorique». Oui. Et oui, cette notion, elle est intéressante et il faut l'intégrer dans la pratique et je l'intègre moi personnellement dans la pratique. Mais voilà, clairement, si demain, si en 2027, par exemple, il y a des, écoles de diététique qui explosent avec enfin qui émergent pardon, avec, de la médecine fonctionnelle, avec, la partie, hygiéniste, avec, plein de choses que nous les naturopathes on répète depuis longtemps. Il y a aucun problème, les gens iront vers la diététique, Non. et moi je serais très content de passer à ce nouveau BTS diète en disant: «Bon bah OK, je suis, diététicien holistique», je sais pas comment ça s'appellera, Ouais. parce que finalement ces étiquettes-là, elles sont ridicules et très rapidement, ça m'amène à une métaphore que j'aime bien, donner à mes élèves et quand j'étais ado, je faisais des arts martiaux et avec mes amis, on regardait beaucoup de vidéos de combattants et on cherchait à chaque fois le l'art martial, le plus, efficace. Donc il y avait le boxeur, il y avait le judoka, le jujitsuka, le boxe thaïlandais, le boxeur thaïlandais et cetera et en fait, ce qu'on observait, c'est que parfois, il y avait pas de logique. Parfois, c'était le jujitsuka qui gagnait, parfois c'était le boxeur et en fait, la finalité, c'était de se dire que finalement, c'est le pratiquant qui fait la différence Mmh. et après, ils ont développer les arts martiaux mixtes avec le MMA qui aujourd'hui est très connu et qui a pris beaucoup plus de place. Bah en fait, pourquoi on fait pas le MMA de la santé? Pourquoi on garde pas tout ce qui marche à droite à gauche et on met tout ça dans une boîte, on mélange dans un shaker et on mélange et voilà et peu importe comment ça s'appelle. Je suis 100% d'accord avec toi. Et moi, la prochaine évolution que je vois sur la nutrition, bah, c'est d'aller vers les tempéraments. C'est qu'une fois qu'on a passé la barrière de se dire, ah, faut s'intéresser à la micronute parce que lui, là, périménopause, ménopause, adolescence, grossesse, donc faut des besoins un peu spécifiques. On est déjà en train de segmenter, de dire les besoins sont pas les mêmes pour tous. Rentrer dans quelque chose Ouais. de fin, de dire, ou mais la détoxification hépatique, elle se fait pas parce que il y a pas assez de magnésium, il y a pas assez il y a pas assez de zinc non plus. Ouh là là, faut quand même regarder ça. Et puis là, on commence tout doucement, fébrilement. Et en fait, le problème de thyroïde, là, l'hypothyroïdie de la dame, c'est pas vraiment un problème de thyroïde, c'est un problème hépatique. La conversion T4, T3 se fait pas. Donc en fait, si on règle ça, toxémie, euh, eh ben, il y a plus vraiment de problème endocrinien. Donc, est-ce que c'était vraiment, vraiment un problème endocrinien? Est-ce que le symptôme n'est pas endocrinien? Donc, je pense qu'on va naturellement aller vers ça, que les études vont valider ça, et qu'en dernière instance, les gens diront, mais en fait,
fois qu'on a compris ça, mais lui, il est quand même grand, baraqué, il a une grosse carcasse. Elle est toute fine, filiforme, rétractée. Ah, ça a pas de sens. En fait, il faudrait classifier les gens, puis on va dire: «Oui, mais nous, on dit ça depuis 100 ans, là, les tempéraments. On dit ça depuis 2000 ans avec Hippocrate». «Oui, mais non, mais nous, c'est pas pareil, on va appeler ça Mmh. les figures Exactement, ouais. physiologiques», par exemple, je dis ça. Et donc il y aura un néologisme forcément, donc on s'en fout, on va pas mettre de l'orgueil C'est là-dessus. ça, Nous, notre but, c'est d'être au exactement. service de la connaissance et de la pratique. Mais c'est évident que ça va aller là-dessus. C'est absolu et d'autant plus que, bah, moi, je fais des supervisions aussi de thérapeutes, bah, il y a une grande partie où il y a des médecins. Mais oui, mais c'est Et ça en fait. Quand tu sors du dogme et quand t'appartiens pas à une religion scientifique, dans les deux sens, hein, bah tu es ok pour pouvoir intégrer ce qui fonctionne. Et bon, puis quand t'es dans la pratique, quand t'es en cabinet avec ton consultant, ton patient en fonction de si on est médecin ou non, bah, tu prends ce qui marche et tu t'en fiches en fait finalement. Si la personne te dit bah écoutez, enfin il y a des médecins qui sont suffisamment ouverts pour accepter que quand la patiente arrive et qu'elle leur dit j'ai pas fait le protocole que vous m'avez donné, enfin j'ai pas pris votre médicament, mais j'ai fait quelque chose d'autre, c'est regarder mon bilan biologique, ça marche. Bah, le médecin il fait un pas en retrait, il fait OK, bon, bah ça a marché. Moi, c'est pas dans mes protocoles, c'est pas dans mes standards. La HAS peut me blâmer si je fais pas ce que je suis censé faire, mais ça a marché, force est de constater. Et le médecin qui est un peu curieux et qui a un peu de temps, finalement, il va commencer à s'intéresser à d'autres choses et on les voit dans les DU de micronutrition, on les voit maintenant même qui font des cursus de naturopathie. Enfin, tu vois, c'est mais c'est le sens de la logique. Il y aura un double système de santé qui est en train de se dessiner, avec une fracture gigantesque. Il y aura le protocole, appuyé par la robotique et l'IA. On le voit déjà, hein, c'est pas une supposition, c'est pas une perspective, c'est déjà là avec des robots qui font des analyses de sang, qui font des pansements, des IA interprétatives, que ça soit sur des imageries médicales ou même des éléments d'analyse sanguine, c'est déjà là. Donc il y aura ça, qui amènera certains bienfaits aussi, notamment dans une zone de tension très forte, créée ou pas, bon, c'est pas le débat, mais il y aura tout un tas de personnes qui vont se dire, ben, on va quand même réfléchir ensemble, prendre un temps humain à mettre en perspective, puis à voir qu'il y a des choses à faire en mixant les pratiques. Combien d'oncologues, de jeunes oncologues aujourd'hui s'intéressent aux compléments alimentaires, au goût de méthylène, à la nutrition, au jeûne? Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des pôles de santé intégrative qui ouvrent. Donc il y aura d'un côté des soignants qui voudront aller vers ça, mais également les patients ou les gens qui souhaitent être accompagnés qui iront. Donc, en fait, c'est toujours le patient, in fine, qui le a, mar- qui a le pouvoir. j'allais te dire, c'est le marché qui décide. Ben exactement. Si je suis oncologue en secteur privé en ville, et puis que je vois que mes collègues, ils ont plein de monde. Pourquoi ils ont plein de monde? Bah oui, mais lui, il fait des consultations de 3/4 d'heure. Euh, il gère la diététique, il regarde, il prend le temps, il me donne des compléments, il me dit bah la chimio, quand même, si vous étiez au taquet au niveau de votre zinc, ça serait mieux. Bah, il me prend en charge, il m'a renvoyé vers un nutritionniste ou vers un naturo. Bon, ben, il va se dire, bah moi aussi, il faut que je fasse quelque chose parce que je suis en train de m'endormir là. Bah, c'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, les pays libéraux, où il n'y a pas ce poids de l'État sur la décision de chaque entrepreneur, chaque soignant, etc. Et puis, bon, alors bien sûr, il peut y avoir des dérives et il faut quand même une certaine régulation, mais n'empêche que moi, ce que j'aime bien avec la médecine outre-Atlantique, c'est le pragmatisme qui compte. Et puis là-bas, c'est aussi le business qui va guider Oui. les décisions. Et donc, si quelque chose fonctionne de manière pragmatique, les gens vont avoir plus de patients, plus de clients. Donc, le marché va se créer et il va y avoir de la recherche qui va être mise au point là-dessus. Il y aura de plus en plus de cliniques de médecine fonctionnelle. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est presque normal. Enfin, même s'il y a toujours évidemment cette lutte entre je parle pas de la médecine allopathique, je parle de Big Pharma et on va dire des électrons libres. Mais Bah, on voit d'ailleurs cette mutation du système de santé. Big Pharma, c'est un paquebot, un super tanker au milieu d'un océan gigantesque qui enfonce tout, mais il est en train d'opérer une mutation vers la médecine de data, par exemple. Donc, le système est plastique, comme tu l'as dit, de manière opportuniste.
On l'a vu aussi sur le marché du bio, où il y a des grandes multinationales qui se sont engouffrées sur le bio. Donc de toute façon, s'il y a une demande des personnes, il y a un marché qui se crée, et donc il y a quelque chose qui va se structurer au niveau de l'État, au niveau d'organismes privés, au niveau de formation, et donc en dernière instance de praticiens. Donc le phénomène de détox, on peut le moquer pour revenir à ce qu'on disait. Mais s'il y a de plus en plus de gens qui font des cures détox, si c'est même écrit dans Marie-Claire Voici ou je sais pas quoi, c'est que ça intéresse les gens. Et si ça dure depuis une quinzaine, vingtaine d'années, c'est que c'est pas qu'un simple effet de mode, c'est que les gens s'y retrouvent. Là, il y a plein de gens qui me disent ah ben moi tous les ans je fais la cure de boulot. Tous les ans je fais la cure de raisin parce que je sais que j'ai pas de rhume et pas de sinusite pendant l'hiver. Les gens, ce qu'ils voient, c'est les résultats. J'ai fait ça, j'ai rien changé à mes autres habitudes, et il y a des choses différentes. Donc, c'est ce vecteur-là qui a fait. Après, on peut dire, oui, mais on n'a pas fait d'études en double aveugle, la cure de raisin, on ne sait pas, puis peut-être qu'il y a trop de sucre, et puis blablabla, blablabla, blablabla. On peut Puis rajouter l'effet placebo. c'est un effet placebo. Donc, oui, mais on peut le ramener ça pour tout, en fait. Non, mais bien sûr. L'effet placebo, on le sort que pour la santé complémentaire, Voilà. et jamais pour la santé normative. Alors qu'il y a plein de gens qui disent, prennent rendez-vous chez le médecin, ils vont mieux après avoir raccroché le téléphone. En fait, ce que les gens veulent, c'est de la prise en charge. Dans un monde où on est moins de temps pris en charge, les gens vont mieux dire juste d'avoir parlé à un naturopathe. Bah oui, mais malheureusement, c'est dur de trouver quelqu'un avec qui on peut échanger de nos problématiques pendant 1 heure et demie et d'avoir une oreille qui est à la fois attentive et structurante. Ok, quand vous me dites ça, en fait, ça veut dire ça. Attendez, là on va reprendre, donc ça. Donc on remet de l'ordre dans le chaos interne des gens, et déjà ça, c'est positif. Ça met de la structure et du sens. Si en plus on met des recommandations, les gens vont dire de bon sens. Bah pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi les médecins ne font pas les recommandations de bon sens si c'est tant de bon sens que ça? De ne pas grignoter, de pas boire d'alcool. Nous, on fait des recommandations de bon sens. Des fois, des fois, je me sens même coupable. Je me dis, mais Ouais. personne ne le fait. Et puis moi, la Ouais. personne, elle repart avec le sourire. Là, tu prends un exemple récent. Personne m'appelle, elle a une crise de bâillement 3 heures par jour. Je vais publier, c'est une anamnèse que j'ai faite, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. 3 heures de bâillement par jour. Électroencéphalogramme, scanner du cerveau, scintigraphie, elle a fait tous les examens. On comprend pas. Et moi, j'ai étudié le bâillement avec Désiré Mérien, donc je sais que c'est son axe hypothalamus, c'est son système nerveux autonome qui est flingué, son sympathique qui était à mort, et après on commence à questionner. La moitié de la séance, elle a passé à pleurer. Elle a pleuré, parce que je posais des questions, c'était difficile. Bah oui, c'était une période là où je pouvais pas aller au boulot, j'étais fatigué, j'étais épuisé, donc ça a ramené, puis là, mon couple, il a chuté parce que c'était dur, en fait, parce qu'elle a subi toute sa vie. Et puis moi, j'essaie de le restructurer, je posais des questions, puis je leur remettais du sens. Là, vous voyez, c'est vos glandes surrénales qui font ça. Là, votre péristaltisme, c'est à cause de ça. Donc, en fait, elle est venue avec un monceau de problèmes, puis elle a compris qu'il y avait un gros axe directeur. Puis elle finit avec le sourire. Elle me dit, mais ça fait des mois que j'ai pas eu le sourire. C'est déjà une victoire, ça. Et puis, elle a quand même été une malade ambulante à avoir des diagnostics de tous les côtés. Et puis on lui disait faites du sport, faites de la musculation parce qu'elle avait 65 ans. Je dis mais oui, mais là vous pouvez pas faire de la musculation le matin, c'est pas possible. Il faut que vous vous reposiez. Euh, 3 heures tu imagines 3 heures de bâillement par jour. Et donc rien qu'en mettant du sens, il y a eu de la détente profonde et il y a eu un sourire. Mais après les larmes, parce qu'il fallait mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre la réalité de cette dame-là. Et on peut pas passer à côté de ça. Donc on pourrait dire oui c'est de la conversation de salon. Pas vraiment, sinon ça veut dire que quand on va voir un psychologue, c'est pas vraiment un thérapeute qu'on va voir. Alors, tu vois, là, je sais comment tu le dis et comment tu l'expliques et j'imagine que ceux qui ont regardé la vidéo depuis le début, vont comprendre évidemment le sens, mais il y a des gens qui vont venir extraire ce que tu viens de dire et qui vont dire: «Bah, vous regardez, Fabien Moine me dit que c'est l'effet placebo». Bah, l'effet placebo, il y a pas besoin de payer une consultation, pour pouvoir avoir cet effet placebo. Votre médecin peut le faire, allez voir un psychologue pour pouvoir, parler et du coup, la naturopathie n'existe pas et pareil, tout à l'heure, quand on parlait de diététique, bah, voilà, finalement la diététique peut faire ça. S'ils le font pas, c'est que bon bah ok, on pourrait ajouter quelques modules. Et c'est tout ça qui fait que finalement on oublie aussi qu'il y a des recommandations qui ont un vrai effet biologique, mais vu qu'il n'y a pas ce cadre d'études scientifiques, on va te dire bah finalement c'est que l'effet placebo et Bah non, parce que là, c'était pas l'effet placebo, parce que c'était de comprendre. Moi, je me suis abusé c'était que de la physiologie que j'ai fait. Je lui ai fait un cours de physiologie sur le système nerveux autonome. Point. L'axe hypothalamus, thyroïde, surrénal. Je lui ai fait un cours là-dessus.
Et là, ah, mais c'est ça, puis du coup, quand je fais ça, c'est ça, quand il y a ça comme réaction, c'est ça. Je dis oui, et là, ça prenait sens. Et c'est ça qui l'a détendu. Là, c'est de la science, mais pourquoi on lui a pas fait alors? Pourquoi on lui a pas Mais dit? ça, Au moment où on lui a fait les scanners, les scintigraphies, les IRM, les ponctions, parce qu'elle a eu des ponctions. Pourquoi là, pour le coup, elle a coûté beaucoup d'argent à la société. Pour la société, elle a embolisé le système de santé sans aucun effet. Et là, de dire votre corps, il a besoin d'anabolisme complet et qu'il est dans un état catabolique total et absolu, eh ben, c'est pour ça que je disais, on amène de la connaissance, on met du sens et on pose une grille de lecture cohérente. Donc derrière, elle me dit, ah ben moi, pour me stimuler, ben, du coup, je fais des bains froids et des douches froides et de la musculation. Je dis, mais vous êtes en train de vous cramer, en fait. Ah bon? Puis du coup, ben, je mangeais que des fruits parce que ça ne digère pas. Vous cramez. Ah, et ben là, on pourrait dire, ah mais d'habitude, les naturopathes, ils recommandent les bains froids, les jeûnes, et puis intermittents, et puis les fruits. Bah non, parce que justement, on s'occupe du terrain, des tempéraments, et on fait du particularisme. Donc, on peut pas être amalgamé à quelque chose qui fait du placebo, parce que on va faire des anamnèses et des bilans de terrain. Donc, c'est-à-dire à un instant T, sur un particularisme X propre à la personne. Donc, et ça, le diététicien ne le fait pas. Le psychologue ne peut pas le faire. Nous avons une formation, quand bien même elle repose en partie aussi sur l'empirisme et sur la clinique, et avec une grille de lecture qui peut être interprétative et pas que physiologico-biologique, eh ben, ça n'empêche pas qu'on a le droit d'avoir notre pertinence. D'ailleurs, j'en parlais avec un ami qui était chirurgien. Il dit un médecin, un chirurgien, il a une part artistique aussi. Il a une formation universitaire, il est mentoré par un chirurgien senior, et puis au bout d'un moment, on le lance. Mais alors, ils peuvent pas le dire de manière officielle, mais moi, j'ai beaucoup d'amis médecins et chirurgiens. Ils disent, bah là, j'ai fait un geste qui n'est pas prévu dans le cadre ni dans le protocole, qui surprend, mais c'était le geste à faire, mais parce qu'il a opéré des milliers et des milliers de patients. Et puis, il y a des fois des médecins, ils disent, bah tout est OK, on va quand même faire une analyse complémentaire là. Mais pourquoi vous la faites? Je sais pas, faut qu'on aille regarder de ce côté-là. Et il a vu juste. C'est subjectif. Il y a rien qui valide. S'il y avait derrière quelqu'un de la HAS, justifiez-moi pourquoi vous demandez cette analyse. Je sais pas, parce que ça me fait penser à un cas où il y avait eu ça. Oui, mais ouais, concrètement, et tu vois, moi j'aime beaucoup le docteur Louis Fouché qui parle beaucoup de ça, cette perte d'artisanat dans le soin. oui, Où finalement tout va être standardisé, c'est déjà un peu le cas, où il y a plus du tout la place à l'humanité, à l'instinct, à la réflexion personnelle, à l'expérience, où tout doit être protocolisé, standardisé, et les médecins étouffent. Les médecins sont complètement puis ils perdent le pris sens à de la leur gorge. pratique. Ouais, perte de sens complète. Donc on dit il y a une crise de vocation. Ben ça donne pas vraiment envie de métier de médecin aujourd'hui. Mmh. Je dis bon bah j'applique des protocoles, j'ai pas de largesse à prescrire, on va m'interdire. Ben non parce qu'il y a une autorisation de mise sur le marché. Ben oui mais il y a un brevet sur cette molécule pour tel rendement, parce que ça coûte très cher de déposer des brevets. Donc, il y a une capacité de la molécule à agir sur un grand spectre de symptômes, mais on va la breveter pour un type de symptôme qui soit rentable, parce qu'on estime que le coût de dépôt d'un brevet et la rentabilité d'un médicament, on le calcule, on est dans l'industrie, hein. Et donc, on va pas déposer le brevet pour telle action symptomatique, mais elle existe. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a des médecins qui prescrivent hors AMM. Ils disent, on sait que ce médicament-là, ou cet antibiotique-là, il a des effets positifs pour ce symptôme. Oui, mais c'est pas référencé. Oui, mais c'est pas référencé au niveau du brevet. Mais tout le monde le sait au niveau clinique. Et c'est ça, moi, souvent, des fois, je me fais fact-checker. C'est des gens qui disent, oui, mais là, ça tient pas le coup de biologique. On n'est pas que des individus biologiques. Enfin, c'est complètement froid et terne. Et c'est oublier aussi que les médecins, leur formation au départ, c'était de la philo. Mais tu vois, justement, je pense que là, on est dans une transition qui va permettre de libérer, les médecins parce que, finalement, toutes les tâches, qu'ils répètent aujourd'hui, robotiquement, l'IA fait mieux, les robots feront Mais mieux, bien sûr. et en fait, ceux qui voudront rester là-dedans, malheureusement, ils disparaîtront, et les autres, bah, ils feront de la médecine intégrative, ou en tout cas, ils feront autre chose, et ils seront dans le soin pour de vrai. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus, il y a plein de médecins qui sont plus, secteur 1, qui font d'autres consultations, qui ont encore la carte de médecin, mais qui ne font plus de la médecine allopathique, et qui acceptent totalement. Les gens viennent sans la carte vitale. C'est ça. Ils veulent être soignés. Ils Mm. veulent être soignés. Et en plus, on a des patients motivés quand on est médecin, quand on pratique. Moi, Exactement. la plupart de mes amis médecins sont en secteur 3 maintenant. Ouais. Et ils ont tous leur DE de micronut. Tous.
Mais alors Mmh. tous. Mais alors, c'est, réglé, hein. Ils ont tout de suite compris, bah, là, attends, faut que je parle de bouffe et puis, ben, on échange, puis ils se disent: «Bah, ouais, bah, ah ouais, ah ouais, ah ouais, bah, ouais». Bah, j'avais fait un colloque de santé intégrative où il y avait un oncologue, un médecin psychiatre et un médecin, généraliste et Louis Fouché dont tu parlais, qui est anesthésiste réanimateur. J'étais le seul non médecin. On m'a pas demandé de parler de quoi? Du jeûne et de la détoxination. C'était la demande de l'oncologue. Mmh. Peux-tu intervenir? Et puis, il a pris la parole après en disant: «Voilà moi ce que j'observe. C'est ça que j'observe». Donc, bah, je dis: «J'ai pas imposé ma présence, j'ai pas imposé mon discours. On est venu me dire: "Tu n'es pas du sérail allopathique, tu n'es pas de la médecine, conventionnelle, mais, là dans cette journée-là où on va parler, il faut que quelqu'un parle de la notion de détoxination". Et donc j'ai fait mon laïus tout en mettant en avant, il m'avait pas demandé, mais j'allais dans le sens, lui, c'est donc que le jeûne pouvait accélérer ou ralentir, l'évolution d'un cancer. Et ça, dans l'hygiénisme, on ne veut pas l'entendre. La plupart des gens ne veulent pas l'entendre. Mais moi, j'ai été Et bah, enseigné par Désiré qui m'a dit: «Le jeûne peut accélérer, un cancer». Et là, donc là, on rentre dans la physiologie fine, dans la vitalité et dans la capacité des émonctoires à pouvoir détoxifier. Donc non, c'est pas vrai. Tout le monde n'a pas la même capacité à détoxifier. et ça m'amène sur, je pense que la question qui clôturera, ce live, sauf si, bien sûr, tu veux exprimer d'autres pensées. Bah, justement, où sont les dérives? Quels sont les excès dans la naturopathie au travers de la détox, au travers bah, alors on va pas aborder le jeûne parce que c'est encore un autre sujet, mais tu vois tout ce qui est, en lien avec la détox, ce qu'on a abordé aujourd'hui, quelles sont les dérives, quels sont les excès? Comment bien se positionner? Bah, j'avais fait un petit sketch il y a, 6 ans de ça avec l'actrice Armelle et on a fait un petit jeu Armelle qui a joué, dans Caméra Café notamment. Enfin, elle a fait plein de Fatal, le film, enfin bref, et puis, elle est très branchée naturo. Je lui ai dit: «S'il te plaît, on fait un sketch». Elle m'a dit une fois: «Bah, je te prête, ma voix ou ma capacité de comédienne». Je dis: «Bah, on fait une caricature». Donc moi, j'étais un naturo, puis elle venait avec ses problèmes, ses symptômes, puis moi je lui disais: «Bah, vous êtes intoxiqué, vous êtes acide, donc faut détoxifier». C'était une façon de dire, c'était une posture très caricaturale, de dire: «Bah, il faut détoxifier, il faut détoxifier, il faut détoxifier, vous êtes, trop acide». Donc bien sûr que comme tous les courants, toutes les pratiques, toutes les formes de pensée, il y a des gens timorés, il y a des gens excessifs, il y a des gens, on va dire qui cherchent à s'élever, puis il y a des gens qui restent très, terre à terre. Donc on peut être extrêmement grossier et vulgaire tout en étant naturopathe. Je parle d'un point de vue intellectuel, bien entendu. Et donc, il n'y a pas, de dire la naturopathie est plus vertueuse que la médecine, allopathique. Ça n'a pas de sens. Ce sont des systèmes qui sont faits d'humains. Et donc, l'humain étant, faillible, qu'est-ce qui se passe dans ce système, humain? Et donc on peut tout à fait être aussi dogmatique, idéologique et peu impliqué en étant naturopathe qu'en étant médecin généraliste. Et donc on peut se dire: «Bon bah détox». Moi on m'a dit: «Bon bah il y a des naturopathes», ils disaient: «Bah c'est quel protocole de détox?» et puis ils cherchaient au pendule. Un naturopathe très connu. Bon bah, est-ce que c'est, quelque chose qui est, intéressant à promouvoir? De mon point de vue, absolument pas. Et donc c'était juste, bah, il faut détoxifier. Il faut faire des lavements, il faut faire des drainages hépatiques, il faut faire des purges, la seule réponse, ça serait ça. Et puis à un moment donné, on va parler de l'individu qui est en face, on va pas systématiser. Donc oui, il y a des excès, c'est clair. J'estime que le travail de fond que je fais depuis des années, c'est aussi ça. On peut pas accuser d'être, l'extérieur, toujours dans une dimension diplomatique, de mal nous juger, si on n'est pas capable de relationner de manière correcte, c'est-à-dire de faire une autocritique. Tu parlais du docteur Louis Fouché, il est capable de faire l'autocritique du système de santé auquel il appartient. Eh bien, comme beaucoup, eh bien pourquoi nous n'aurions pas à faire notre autocritique en disant: «Bah non, on ne saurait pas être réduit à juste des gens qui recommandons de la détox et des compléments alimentaires. Nous faisons plus que ça». Nous essayons de creuser la question, diététique et nutritionnelle. Nous essayons d'observer l'impact des émotions. Nous observons l'impact de la qualité du sommeil. Nous observons l'impact de la sédentarité d'un point de vue négatif. Et donc, ce sont tous ces vecteurs-là. Et dans tous ces piliers que nous avons, un des piliers, c'est la détox. Mais ce n'est pas le pilier central unique sur lequel nous avons à agir. Il peut avoir des fois une amplitude d'action énorme et très rapide,
mais ça serait réduire l'individu à simplement une vie cellulaire, ce qui n'est pas. Donc attention, oui, à ne pas tomber dans la caricature, mais encore une fois, ça peut être un axe qui est confortable de se dire, bah, j'exprime la naturopathique sur une seule forme. D'ailleurs, souvent, les gens qui ne parlent euh, que de détox ne vont jamais parler de la sphère émotionnelle, jamais. Donc ça reste une vision réductionniste et matérialiste de l'individu, comme pourrait le faire souvent, et c'est ce qui lui est reproché, la médecine allopathique. Donc on retombe dans le même travers. Donc on peut pas dire qu'on apporte quelque chose en plus que la médecine allopathique de manière prétentieuse, si on est capable d'être autant réduit à un fait aussi restreint que la vision de la toxémie de l'humain. Ça, c'est ma façon de voir. Si on veut que la naturopathie grandisse, il faut se grandir aussi un peu nous-mêmes, de ne pas être caricaturable, et puis d'avoir la capacité diplomatique d'échanger. Moi, par exemple, je suis pas scientifique. J'essaie d'avoir des éléments de connaissance pour échanger, avoir une altérité. Et puis des fois, il y a des gens qui se réjouissent. Ah bah t'as vu tel machin, il t'a défoncé. Il est triple doctorant sur je sais pas quoi. Heureusement qu'il va me défoncer. Et j'espère qu'il va me défoncer. Sinon, ça serait un vrai problème. Il a fait 14 années d'études scientifiques. Moi, j'ai pas que cette activité, j'ai pas cette prétention, j'ai pas cette envie. Là, par exemple, je vais reprendre des études universitaires d'anthropologie. Donc, je vais encore moins vers le scientifique, mais je vais prendre des études pour me structurer davantage de manière rigoureuse sur la statistique, le décortiquage et l'analytique. Donc quelque chose qui est cadré. C'est un cadre universitaire. Et donc, ben, quand on est défaillant à quelque endroit, on va chercher à se compléter, se complémenter, mais on peut pas attendre de nous qu'on soit des hyper spécialistes en tout. Nous sommes des généralistes de l'approche complémentaire, et c'est pour ça que la démarche euh, la plus sensée, pragmatique, respectueuse et humble, c'est de se mettre en relation diplomatique avec d'autres pratiques. Je ne vois pas comment la naturopathie peut exister au sens noble sans cette ouverture aux autres, parce qu'elle repose sur 10 techniques. Et qu'aucun naturopathe n'est expert dans une technique, ne va creuser qu'une technique, parce qu'il doit avoir une vision large. Chacun aura ses préférences. Moi, par exemple, bah, c'est la détox par le prisme de l'hygiénisme, c'est de la nutrition. Il y en a d'autres, ça sera le massage, il y en a d'autres, ça sera l'aromathérapie, d'autres, c'est la phytothérapie, d'autres, vraiment l'aspect psycho-émotionnel, relationnel. Très bien. Et ben, c'est ce qui fait que chaque personne pourra trouver son contentement vers tel ou tel praticien à tel moment de sa vie, et puis qu'à un moment donné, bah, ce patient n'appartient à aucune catégorie, ou cette personne n'appartient à aucune catégorie, donc elle migrera entre de la naturopathie, de l'ayurveda, de la médecine classique, de la psychothérapie, que sais-je. Mais nous, on peut pas se permettre d'être réduit parce que nous sommes une discipline ouverte. Merci beaucoup Fabien, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-nous un petit commentaire. Par exemple, vous pouvez écrire détox, ça nous permettra de savoir qui a regardé le podcast jusqu'à la fin. Vous retrouvez Fabien, alors déjà, ta maison d'édition, je mettrai les liens dans la description. Fabien qui aussi donne des cours justement sur la détox, sur le jeûne, sur l'anamnèse, sur la posture du thérapeute chez Naturaneo. Fabien qui a aussi sa plateforme de formation. Et bah, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On mettra on mettra tous les liens concernant Naturaneo, concernant les formations aussi dans la description. Et ben, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez beaucoup de vidéos qui vont arriver dans la semaine, donc n'hésitez pas à les regarder au fur et à mesure. Merci beaucoup Fabien. Merci William, merci à tous.